Bonjour, merci de nous retrouver comme chaque mercredi dans Télérama Coulisses, mais cette semaine avec un invité spécial, un artiste. Ça ne sera pas un journaliste qui viendra vous expliquer son travail ou son reportage. Là, c'est Philippe Cobert, à qui vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, on va tout de suite vous montrer un extrait du spectacle de Philippe Cobert avant d'en parler avec lui. C'est une histoire de baleine. Vous voulez nous dire un petit mot avant que le spectacle commence, Philippe? Oui, c'est quoi cette baleine? la narration, au fond, de la première infidélité, le premier adultère au sein d'un jeune couple dans les années 70, composé de Ferdinand, donc mon alter ego, et de Clémence. Et Ferdinand a très envie de s'envoyer en l'air avec un personnage, une comédienne de la troupe qui s'appelle Saloura, qui est algérienne et qui, évidemment, à côté de le stockofish qui est Clémence, pour lui, il la voit comme Moby Dick, donc comme il est plongé dans le livre, il fait une confusion entre les deux choses, et ça crée un espèce de fantasme sexuel, érotique et poétique absolument cataclysmique. On va voir ça. Une baleine qui parle avec l'accent arabe. Ben oui, je sais pas pourquoi, chaque fois que je la vois, puis que je l'entends, je vois une baleine. Et puis même pire, je vois Moby Dick. Dédé, ils sont tous à poil. Ça, c'était prévisible. Mais vous, c'est différent, Ferdinand. C'est différent, vous êtes à la télé. Pas du tout. Et vous, aujourd'hui, vous passez à la télévision, Philippe Cobert? Ça m'arrive, j'y suis passé il n'y a pas longtemps dans une émission très connue qui s'appelle « On n'est pas couché ». Ça faisait longtemps que je voulais y aller, parce que j'y étais allé une fois pour parler de la question de la prostitution. Et alors j'avais 2-3 fois écrit à Laurent Ruquier, j'avais dit, putain, même vous pourriez m'inviter pour parler d'autre chose que des putes. Pas de Weinstein. C'est quand même, si on veut, mais enfin bon, bref, je voulais parler de mon travail. Puis bon, ce coup-ci, j'y suis allé, on a parlé des deux spectacles. Mais non, je passe pas tellement à la télévision. Non, c'est toujours pas mon... Vous la regardez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend des moments. En ce moment, je ne la regarde pas tellement. La télévision, je peux pas difficilement être fan de la télévision. En même temps, il y a aussi des choses formidables. J'enregistre beaucoup de choses. Donc, par exemple, les documentaires historiques, les choses, en effet, j'enregistrais bien sûr le documentaire sur Johnny Hallyday, et qui m'a un peu déçu d'ailleurs. Je trouvais ça un peu banal. Mais il y avait quand même des documents que je ne connaissais pas, des moments extraordinaires. Mais non, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup France Musique surtout, je trouve une chaîne extraordinaire, j'écoute France Inter pour les informations, mais surtout je lis, c'est vraiment ma grande passion, et restée celle de mon adolescence et mon enfance, c'est la lecture. Alors justement, puisque Télérama consacre sa une et son numéro entier à cette décennie 58-68, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Philippe Cobert, moi, c'est évidemment là que tout s'est joué, parce que 58-68, c'est de 8 ans à 18 ans pour moi, et je pense que quand même, entre 0 ans et 8 ans, beaucoup de choses se jouent, mais entre 8 ans et 18 ans, quand même, tout se joue. Et alors, 58 pour moi, c'est très important, parce que c'est l'année où j'ai eu l'idée et le projet, vraiment le projet, je peux dire, de devenir comédien. Puisque c'est l'année où... à 8 ans. Ah oui, on m'a fait jouer la poissonnière dans la pastorale à l'école de Tour-Sainte à Marseille, et que ça a été véritablement une révolution, enfin une révélation, pardon, pour moi, érotique et spirituelle, parce qu'au début, je récitais le texte, et mon père m'a dit, mais non, pas du tout. Il m'a emmené sur le Vieux-Port, il m'a montré les poissonnières, il m'a fait une vraie leçon stanislavskienne. Il m'a dit, il faut que tu parles comme elle, comme ça, puis on m'a déguisé avec des... Donc j'ai joué une femme, avec l'accent marseillais, et qui faisait rire. Je ne savais pas, voilà, je ne savais pas que ça allait être mon sort pendant de longues années ensuite. Et vraiment, quand je suis sorti, j'ai eu beaucoup de succès, on m'a même fait bisser. Et quand je suis sorti de là, je ne marchais plus sur terre, et je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. Donc 58, pour moi, c'est une année très importante. Et 68, évidemment, c'est comme si j'étais né une seconde fois, puisque j'ai adhéré au mouvement de 68 immédiatement. J'étais pas du tout politisé. Vous étiez là? Alors là aussi c'était original, j'étais à l'école de la présentation de Marie, à Salon-de-Provence,
parce que je m'étais fait virer du lycée de l'Empéry l'année d'avant, et que sœur Blandine, qui était une sœur merveilleuse, et c'était l'école où était ma sœur, a recueilli 5 égarés, comme ça, 5 délinquants scolaires, et nous étions au milieu de 600 filles, et j'ai passé une terminale extraordinaire, et il n'y avait que des femmes. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que finalement, je ne supportais que le pouvoir quand il était tenu par des femmes. Avec des hommes, ça ne marchait jamais. Et tous les profs étaient des femmes. Et j'avais un prof de philo extraordinaire, Madame Ferris, qui nous a fait découvrir Céline, Marx, enfin des choses. Et j'ai fait 68, donc chez les sœurs. J'ai débarqué un jour chez la sœur Blandine avec des journaux de la journée. Je dis, ma sœur, c'est la Révolution. Elle m'a dit, Philippe, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut arrêter les cours. Et nous avons formé un comité d'action de la présentation de Marie. Donc c'est une année pour moi très déterminante. Après, en plus... Et ce bac, alors, comment il s'était passé, qui vous a inspiré un spectacle? Alors c'est toujours compliqué, parce que quand on est comme une fan comme moi de vos spectacles, on sait vos réponses un petit peu, mais puisqu'on les a vus sur scène, on les a vus même magnifiés sur scène. Mais excusez-moi, je ne résiste pas au plaisir de vous parler de votre bac. 68. Aux fans, vous savez être critique aussi avec moi. Oui, oui, ah bah, vous oui. n'êtes pas une femme inconditionnelle. Vous n'êtes pas une femme inconditionnelle. Non, j'ai eu des moments... Oui, oui, mais c'est normal. Le bac 68, en effet, ça a été une histoire de fou, parce que c'était à l'oral uniquement. D'ailleurs, c'est curieux, ça ressemble un peu au projet, j'ai lu, du nouveau bac qu'on est en train d'essayer de fabriquer et de mettre en place. Et donc, il y a eu une journée comme ça d'oral. Je n'avais évidemment absolument rien foutu de l'année, à part cette Madame Ferris et sa philosophie. Tout le reste, j'avais laissé tomber. Et donc, j'ai, pendant 8 jours, répété comme un fou, si je peux dire, essayé de... Et j'avais une stratégie, j'ai essayé de commencer par les matières où j'étais le plus nul. Donc, j'ai commencé par les maths, la physique, la chimie, j'ai remonté. Et l'histoire géo, j'étais totalement nul. Et comment dirais-je? Je crois que c'est là que j'ai fait ma première improvisation. C'est-à-dire comment faire croire à des profs qu'on sait beaucoup de choses alors qu'on ne sait rien. Et d'ailleurs, ça je le joue dans ma pièce, mais le prof de l'histoire m'a dit, écoutez, je ne vais pas vous mettre 0 parce que ce ne serait pas gentil, ce serait éliminatoire, mais je vais vous mettre 2, puisque j'ai parlé de la Sibérie, enfin, moi j'ai dit qu'il y avait des rennes et qu'il y avait des lichens, et que les rennes broutaient les lichens sur les trains, donc, enfin bref, sur le transsibérien. Et donc, ensuite, beaucoup plus tard, donc j'en ai fait une pièce, mais c'est à la fois sur le bac 68, sur l'année 68, sur ma mère, ça parle beaucoup de ma mère et de moment où 68 a fait éruption dans cette famille bourgeoise, mais c'est devenu aussi une pièce sur le bac, c'est-à-dire en effet, qu'est-ce que c'est que ce bac qui polarise tellement d'énergie, d'angoisse, d'inquiétude, qui ne sert absolument à rien, on le sait, des tas de gens ont réussi merveilleusement leur vie sans le bac, et d'autres l'ont échoué complètement avec, mais surtout ça focalise l'angoisse des parents. Plus que des enfants encore, si sa fille ou son fils a le bac, il a réussi, on lui offre tout, et s'il l'a raté, c'est une honte absolue, on le pousse au suicide presque, et en fait, donc c'est comme une sorte de chose symbolique, presque un rite absolument irrationnel, et ça m'a amusé beaucoup évidemment en jouant le bac 68, de sentir que dans la salle, il y avait plein de gamins qui allaient le passer ou qui venaient de le passer, plein de parents qui se reconnaissaient dans les... Et après le bac, c'est tout de suite Avignon 68. Alors, après le bac, mon cadeau du bac a été 3 jours à Avignon. Ma mère m'a offert 3 jours à Avignon, au centre de rencontre où il fallait se coucher à 11h, c'est-à-dire on ratait tout, pour surveiller, parce qu'il y avait quand même les reportages sur le Living Theatre qui paniquaient complètement les familles bourgeoises et pas bourgeoises, surtout dans le coin là-bas, en Provence. Donc elle m'a jeté dans la fosse aux lions, voilà, persuadé que j'allais me droguer, me prostituer, enfin bon bref, rien de tout ça bien sûr, mais j'ai quand même vu la place des Carmes. C'était comment Avignon en 68 alors? Eh bien, si vous voulez, moi j'étais encore à cette époque-là dans le rêve Gérard Philippe, Jean Vilar, le rêve du théâtre romantique. J'avais vu les ballets du XXe siècle l'année précédente, à la Cour d'honneur, donc j'étais dans un rêve de théâtre absolument... Et quand j'ai déboulé en Avignon en 68, c'était évidemment pas du tout ça, d'autant plus que j'ai retrouvé des copains du lycée de l'Empéry qui étaient devenus des gauchistes émérites. Je pense en particulier à Jean-Henri Roger, qui est devenu par la suite un cinéaste, le compagnon de Juliette Berthaud, qui a présidé la CID,
cette association qui a produit tous les films indépendants. Et Jean-Henri, lui, était vraiment... il avait fait les barricades de 68, donc il m'a emmené avec lui, comme dans un roman de Balzac, dans les bas-fonds d'Avignon, où ça grouillait, etc. Mais en fait, c'était très, très violent. C'était entendre Villars, Béjart, Salazar dans les rues, etc. Et voilà. ça vous peinait de voir, d'entendre Villars, Béjart, Salazar? Bien sûr. Ou vous étiez de l'autre côté? C'est-à-dire, c'était très étrange parce que, d'ailleurs, dans mon travail, ça a donné deux spectacles complètement différents. Parce que 68, en soi, mai 68 a été une chose extraordinaire, magnifique. Moi, je n'étais pas du tout politisé. Quand j'ai vu les émeutes au quartier latin, j'ai le cœur qui a sauté. Tout de suite, j'ai senti que c'était ma génération, que la jeunesse prenait le pouvoir. Et pas le pouvoir comme il est dans les ministères aujourd'hui, le pouvoir dans la rue, le plus beau pouvoir qui soit. Le vrai pouvoir. Et donc ça, c'était, même esthétiquement, c'était magnifique, c'était poétique, c'était beau. Et en revanche, je dirais, Avignon 68, c'était laid. C'était affreux, c'était le règlement de compte pour une révolution manquée, pour une révolution ratée. Entre-temps, De Gaulle avait reconquis les choses, enfin tout était revenu dans l'ordre, si je peux dire. Donc non, c'était à la fois j'étais dans le camp des révolutionnaires, mais comme il y a eu un texte de Benedetto magnifique là-dessus que j'ai joué beaucoup plus tard, qui s'appelle « À Avignon, je n'ai vu que des flics », et alors qu'il était un des meneurs, une des têtes d'affiche de cette révolution d'Avignon 68. Et j'ai eu envie d'en faire un spectacle plus tard, parce qu'en effet, je crois que là, j'ai vu naître tout ce qui a suivi, ce qui suit les révolutions, malheureusement, et ce qui a suivi, c'est-à-dire les prises de pouvoir, là. Petit à petit, les leaders gauchistes, la rhétorique, le mélange de la vie intime et des rapports de force. Alors, pour le coup, la misogynie de tous ces leaders politiques, etc. Donc, ils étaient misogynes, ces leaders-là? Bien sûr, il y avait que les hommes qui parlaient, il y avait que les garçons qui parlaient. Les filles étaient énamourées, amoureuses, elles étaient dans l'ombre, elles disaient rien, etc. Après, les choses sont un peu décantées, parce qu'il y a eu le MLF, etc. Mais à ce moment-là, c'était vraiment les mecs qui parlaient, quoi. Et tout ça, non, ça, on a fait à la fois, j'étais dans la vie, dans le mouvement, mais j'étais très déçu parce que, je vous dis, il fallait marcher sur les gens pour aller voir les ballets de Béjart, que j'avais vu l'année dernière, dans un consensus au contraire total. Donc le rêve du théâtre populaire dans lequel j'étais, du théâtre qui rassemblait Et en même temps, on a beaucoup dit que Villars était mort de cette histoire-là. Je ne suis pas tellement d'accord. Je pense que Villars est mort d'avoir travaillé. Tous ces gens du TNP sont morts jeunes parce qu'ils travaillaient comme des malades et ils dormaient 4 heures par nuit. Et je pense que le comportement de Villars en 68 à Avignon fait partie de sa légende. Il était extraordinaire. Il n'avait pas peur. Il affrontait la révolte. Il affrontait les jeunes. Il était beau. Il affrontait? Il parlait avec eux. On a encore des photos de ça où on le voit, d'une beauté extraordinaire, affronter le débat. Il s'est pas enfui. Il a affronté une révolte populaire, ce qui est la chose la plus courageuse qui puisse être. Et il cédait pas. Il n'a pas cédé devant la mode, il n'a pas cédé devant la violence, et pourtant il l'a vécu, il l'a subi. Donc non, je trouve que l'histoire de Villars à Avignon 68 fait vraiment partie de son aventure humaine. Encore une fois, je ne crois pas qu'il soit mort de ça. Et je pense qu'il y a eu aussi une nécessité historique. Malheureusement, les révolutions, c'est jamais très rigolo, c'est sombre, c'est pas propre, et que cette sorte de meurtre symbolique du père, il était incontournable, comment dire, il était inévitable. Il fallait que la jeunesse vive ça pour que les choses ensuite amènent à ce qui a été la révolution théâtrale quand même, c'est-à-dire à Chéreau, à Ariane-Mouchkine, à Savary, enfin à tout ce qui s'est produit ensuite. Alors, Charles vous demande comment vous écrivez vos spectacles. On revient à vos spectacles. Eh bien, je les improvise. Je les ai improvisés parce que le paradoxe de tout mon travail, que je n'ai pas cessé que je ne cesse de m'interloquer, de m'interroger, c'est que j'ai écrit 2 fois. En 1980, je fais une improvisation pendant 6 mois.
4 ou 5 heures par jour, ce qui a donné 75 heures d'improvisation. Et une deuxième fois en 83. Filmé à chaque fois. Au début, c'était juste enregistré, il n'y avait pas encore la vidéo. La première fois, c'était des magnétophones, des cassettes de magnétophones que j'ai improvisées devant Jean-Pierre Taillade et devant Clémence Massard. Et la deuxième fois, en 83, ça a été filmé, parce que c'était le début de la vidéo, par mon frère Pascal. Et là, j'ai improvisé devant lui et devant Clémence et devant Véronique Coquet. Et là, j'ai improvisé pendant 9 mois, donc il y a eu 140 heures. Et toutes ces heures d'improvisation, en fait, ont nourri mon travail pendant 35 ans. Donc c'est à la fois ce que je me reproche. Combien d'heures en tout? La première fois, il y avait 70 heures ou 75 heures, et la deuxième fois, 140 heures. Mais la conscience de ça est venue petit à petit. Ce n'était pas du tout un projet. Quand j'ai improvisé tout ça, je ne savais pas du tout que j'allais le montrer. Je ne savais même pas que j'écrivais ma pièce. Je croyais que je faisais ça pour aller mieux, parce que j'allais très mal après avoir quitté Ariane Mnouchkine et Théâtre du Soleil. Pourquoi vous alliez mal? Parce que j'avais quitté le Théâtre du Soleil et que c'était une... C'était vous qui aviez voulu. C'est plus compliqué que ça, C'est les ruptures, vous savez, comme les ruptures amoureuses. Hein. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on ne veut pas? La chose s'est imposée. Je ne l'ai jamais regretté, mais par contre, j'en ai horriblement souffert. Ça a été une rupture déchirante. Enfin, je l'ai jouée d'ailleurs, cette rupture, dans une de mes pièces. C'était vraiment des pires ruptures de ma vie, je crois. Je pensais qu'en partant, c'est comme quand j'avais quitté mes parents, j'allais sentir la liberté, ce qui a été le cas avec mes parents. Et là, pas du tout. Quand je suis parti, j'ai senti que, non pas que j'avais fait la connerie de ma vie, mais que j'allais en chier, en baver en tout cas. Et ça a été le cas. Et non, c'était très... Je suis parti parce que je sentais qu'il fallait que je parte, parce que il me semblait même voir dans les mots qu'Ariane me disait des signaux, qu'elle me conseillait de le faire. Alors, elle dirait peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, moi, je voyais ça dans son regard, et j'aimais... Parce que vous aviez été un magnifique Molière, quand même, dans son film. Et c'est difficile de penser maintenant à Molière sans voir votre visage. Tant mieux, bien fait. C'est sûr, c'est le plus... Sans doute. Comment un artiste décide? Parce que vous aviez l'impression que vous vous répétiez? Comment? Non, c'était beaucoup plus... Je suis parti à la fois... Quand je suis rentré au Théâtre du Soleil, je ne pensais pas du tout y rester 7 ans. Je pensais y rester 1 an ou 2, parce que quand j'ai rencontré Ariane, c'était avec Jean-Claude Bourbeau et Maxime Lombard, mes camarades. On était une jeune troupe qui s'appelait le Tex. Et en fait, nous sommes rentrés au Théâtre du Soleil dans l'idée d'apprendre à comment fonctionnait une troupe, parce qu'on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à s'en sortir, on se débrouillait mal, etc. Donc moi, je suis rentré au Soleil dans l'idée d'apprendre comment fonctionnait une troupe de théâtre, d'apprendre à faire du théâtre, bien sûr, mais... Et puis, ça a été beaucoup plus... J'y ai eu un apprentissage non seulement théâtral, mais sentimental, politique, etc. Et un jour, Ariane m'a dit, écoute, je sais que tu vas partir un jour, mais je veux plus le savoir maintenant. Arrête de me le dire, ça ne m'intéresse pas. Et j'y suis resté finalement beaucoup plus que prévu, mais à partir d'un certain moment... J'ai été tellement adhérent au Théâtre du Soleil que je ne pensais pas en partir si tôt. Après, je suis parti parce que j'ai monté Don Juan, qui était un spectacle formidable. Il y a eu Molière, qui a été une expérience quand même violente, parce que c'était un beau film, mais ça a été très mal reçu par la presse. Il y a même eu une cabale. Les relations avec Ariane se sont compliquées d'un seul coup, c'est devenu violent. Et j'ai senti qu'il fallait que je parte, parce que sinon, j'allais être malheureux. Et que, vous savez, le sous-titre de 1789, c'est « La révolution de s'arrêter à la perfection du bonheur ». J'ai senti que j'avais connu la perfection du bonheur, que vraiment ces 7 années au Théâtre du Soleil ont été pour moi une seconde enfance, ont été un bonheur extraordinaire, et qu'il fallait partir avant que ça tourne mal, parce que c'est comme les relations amoureuses ou sentimentales, ça tourne mal, c'est obligé. Et j'avais pas envie que ça tourne mal. Si ça devait tourner mal, je préférais être ailleurs. Et au fond, j'avais dans l'idée d'écrire. J'avais envie d'écrire une comédie, mais disons que si à l'époque je l'avais dit, ça aurait été pris pour un faux fuyant, pour une ruse. Donc j'ai rien dit, j'ai dit que je partais parce qu'il fallait que je parte. Et ça a été très violent. Et il m'a fallu 2-3 ans avant de commencer à prendre la piste qui allait m'amener à l'écriture. Et ça n'a pas été simple du tout. Mais ça vous a nourri des dizaines de spectacles. Absolument. Ça m'a permis de... oui, bien sûr. Et puis j'ai fait d'abord donc La Danse du Diable, le premier spectacle. Alors je ne pensais pas du tout que ma mère aurait un tel rôle là-dedans. C'est le hasard des improvisations qui l'a, si je peux dire, imposé. Je savais par contre que je voulais faire une pièce sur Ariane et sur le Théâtre du Soleil. J'avais vraiment la conscience que j'avais vécu quelque chose d'exceptionnel, une histoire exceptionnelle, que j'avais fréquenté un personnage hors du commun. Et je voulais témoigner
cette personne et de cette vision du théâtre et de la vie au-delà du théâtre que j'avais eu la chance de voir. Mais je ne savais pas comment j'allais me débrouiller. Au début, je pensais écrire des pièces pour mes copains, pour Clémence. Et puis, je ne suis pas arrivé à écrire ces pièces. Et puis, c'est Clémence un jour qui m'a dit « Mais arrête de te prendre pour du Billard ou pour Pagnol ou pour Ionesco. Improvise ». C'est ce qu'Ariane nous a appris. Et donc, j'ai improvisé une première séquence qui s'appelait La ficelle, dont j'ai plus tard fait une pièce, et qui était un monologue, pour le coup. C'est là que j'ai eu l'idée de Ferdinand, d'un personnage très mon alter ego, une sorte d'adolescent attardé, un peu, qui était moi à l'époque. Et puis un jour, j'ai bloqué dans cette histoire-là, et Jean-Pierre Taillade, un jour, m'a dit « Mais dites-moi, Monsieur Cobert, comment elle est cette Ariane Mouchkine ?» Il la connaissait bien, puisqu'il a fondé le Théâtre du Soleil avec elle. « Faites-moi la voir. » Je commençais à faire comme ça, voilà. « Ah mais oui, machin, bouger les doigts. » Et c'est le fil d'Ariane, et est arrivé Ariane, une scène de tournage du Molière, et puis j'ai joué l'ingénieur du son, le cadreur, le perchman, et la script, Mani. Et puis après, le lendemain, j'ai joué une scène d'improvisation pendant l'âge d'or qui se passait très mal, parce qu'Ariane dirigeait Joséphine de Rennes et que ça ne marchait pas, et qu'elle devenait folle. Et puis après, j'ai joué mon premier cours de théâtre, et pop, 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 pop. Puis un jour, j'ai dit à Taillade, mais bon, ça va mieux, je me sens mieux, mais quand est-ce que je commence à écrire ma pièce? Il m'a dit, mais t'es fou, tu es en train d'écrire ta pièce. Je dis, arrête tes conneries, je ne vais pas jouer Ariane devant les gens, ou Paul Puot, ou je vais me faire tuer. Il m'a dit, oui, ça sans doute, mais tant pis pour toi. Et j'ai écrit cette pièce. En fait, j'ai écrit cette pièce sans le savoir. Et alors, encore moins, en sachant encore moins que j'allais non seulement en écrire une, mais que j'allais en écrire 25 ou je ne sais plus combien. Par contre, après La Danse du Diable, un jour, j'ai dîné avec Ariane, qui avait beaucoup aimé le spectacle, et qui m'a dit cette phrase historique pour moi. « Oui, en fait, t'as quand même pas eu les couilles de me jouer. Hein. » Alors, dans ma tête, je dis « D'accord. » C'est comme si elle avait ouvert le feu vert. Et donc, par contre, ce que j'avais beaucoup improvisé sur elle avec Taillade, ça ne me suffisait pas. J'avais envie de la jouer dans sa troupe. Donc j'ai recommencé à improviser pendant 9 mois, en 83, et là j'ai vraiment improvisé toute la troupe, y compris mon histoire d'amour avec Clémence et tout ça. Et un jour, je vous passe les détails, mais j'ai fait Ariane au l'âge d'or, et un jour je me suis dit, mais il y a un roman théâtral, il y a une sorte de roman de recherche du temps perdu, et là je me suis dit que j'allais la monter, et ça m'a pris 12-13 ans. J'ai fait le roman d'un acteur, et puis après je suis revenu aux premières improvisations pour faire L'homme qui danse, parce qu'il y a eu plein de choses, dont tout ce qui était concerné 68, que je n'avais pas monté dans La Danse du Diable. Mais alors, comment vous découpez? Vous retournez à la vidéo? Comment vous découpez votre spectacle? Non, alors, ça dépend des moments. Il y a eu toute une époque, je vous dis, où je ne pouvais plus... le fait de me voir me bloquait, me dérangeait. Donc, Roger Goffinet avait copié, à la main, à l'époque, il n'y avait pas les ordis encore et tout. Et donc, j'avais tout ce texte et les didascalies, et je le faisais réduire, parce qu'il fallait que ça fasse des spectacles à peu près, et encore, je faisais des spectacles qui duraient 3 heures, c'est-à-dire qui étaient beaucoup plus longs que ce qu'on me disait qu'il fallait faire. Mais je faisais des épisodes, je réduisais le texte, et puis je le mettais en scène en même temps. Mais en fait, tout ça, je l'ai appris dans l'âge d'or. Je l'ai appris en voyant faire Ariane, en la voyant... diriger les improvisations, les enregistrer, sauf que je coupais moins qu'elle. C'est-à-dire qu'Ariane disait « oui, mais ça, on peut enlever ». Et moi, le fait de voir ce texte écrit devant moi, j'avais l'impression que ce n'était pas de moi, ce texte, que c'était un texte que j'avais retrouvé, que c'était presque un texte retrouvé comme des hiéroglyphes, et du coup, j'avais pour ce texte le respect que j'aurais eu pour une pièce de Molière, ou qu'on aurait retrouvé, ou pour une pièce de Shakespeare qu'on aurait retrouvée inconnue, ce qui me permettait vraiment de faire un travail d'écriture. Je n'avais rien à foutre de savoir que c'était moi qui avais improvisé. Non. Et finalement, c'est ce qui peut-être a donné de la force à mes spectacles. Et donc voilà, après c'est un long travail parce que j'écris un texte. Alors au début, je travaillais avec des papiers, des gommes, des crayons, et je gommais, etc. Puis après est arrivé l'ordinateur, donc j'ai pu les copier-coller, etc. Mais par exemple, sur les 2 derniers spectacles, il doit y avoir 20 versions différentes, parce qu'il y a tout ce que je travaille quand je suis assis devant l'ordinateur, puis ensuite j'imprime, je pars avec l'espèce de brochure, et je commence à jouer, et là tout change. Donc c'est tous les jours, ça change, il suffit que... Ce n'est jamais pareil ce qu'on écrit assis et ce qu'on écrit debout. C'est pour ça qu'un jour j'ai eu... D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est un étudiant qui a fait un travail sur
une thèse sur mes spectacles et qui a écrit, Philippe Cobert, l'écriture debout. Et j'ai trouvé ça juste, l'écriture debout, c'est-à-dire à partir du moment où je suis dans mon lieu de travail à la Farley d'Olivier, là chez moi là-bas, et où je commence à aller à droite, à gauche, machin, je rentre et tout, les mots changent, les dialogues bougent, et hop, soit Véronique est là, elle transcrit, soit moi je copie, coche avec mon crayon, et je retourne le soir ou le lendemain à l'ordinateur, et je corrige le texte. C'est une vie au service de l'écriture, en fait. Oui, vraiment, ça m'a imposé une fidélité que je n'ai pas du tout dans la vie personnelle, mais une fidélité absolue. C'est-à-dire, je n'ai pu faire que ça, mais en même temps, c'est un plaisir extraordinaire. Alors justement, Jean vous dit, pour une question, 68, année érotique? Pas pour moi. On voit ça un peu dans votre spectacle, là, l'amour, le couple, beaucoup plus libéré. Oui, bien sûr. C'est pas 68, là c'est déjà 74, 73, voilà. 74, les années 70. 68, non, j'étais puceau complètement, ma mère croyait, mais vraiment se monter la tête, j'étais très tardif, si je peux dire. Donc c'était pas encore une année érotique, c'était une année vraiment de révolution dure, violente, en plus j'ai débouché, je suis arrivé à la fac de lettres d'Aix-en-Provence à la rentrée 68. Alors là, c'était grandiose, parce que la fac de lettres à la rentrée d'Aix, à la rentrée... D'abord, il y avait des gens, il y avait Raymond Jean, il y avait des personnalités hors du commun. Et alors les profs, c'était les pieds sur la table, assis sur la table, enfin c'était les groupes gauchistes partout, enfin c'était vraiment une révolution. C'était pour un jeune homme de 18 ans, quand même, ex en 68, c'était le pied, quoi. Ouais. Maud demande, depuis Carnet d'un jeune homme, son parcours est inspirant. Quels sont les enfants de Philippe Cobert aujourd'hui? Dans quels artistes il se reconnaît? Alors c'est une chose qu'on me demande souvent. On me dit, vous avez inventé un genre. Et moi, chaque fois, j'ai envie de dire non, je ne crois pas. Je ne crois pas que j'ai inventé un genre, parce que beaucoup d'artistes se sont inspirés de moi et le disent. Je pense par exemple à Jamel Debbouze, qui m'a souvent... Et que je parle à lui parce que je l'admire énormément. Pour moi, c'est vraiment l'Arlequin moderne. J'ai une grande admiration pour lui. Mais il me semble que ce n'est pas le même genre, que tous ces artistes qui sont inspirés de moi dans les one-man shows, appartiennent au musical pour moi, et sans aucune notion péjorative, j'ai la plus grande admiration. Je me souviens, à l'époque, je suivais beaucoup Raymond DeVos, et un jour, j'avais pour lui, comme tout le monde, une admiration totale, et je disais, mais vous voyez comment? Comme un poète, comme un écrivain, comme un acteur? Il me dit, je fais du musical, c'est tout. Et il ne faut pas m'emmerder là plus, c'est du musical. Et j'ai retenu ce truc, je pense qu'il faut respecter les catégories, et que le one-man show, c'est le musical. Et que moi, je fais du théâtre. C'est ce que j'ai appris à faire. Mes spectacles ont la durée de pièces de théâtre et sont nourris du théâtre. Alors, quelle est la différence? Le sujet, d'abord. Mes pièces ne parlent que du théâtre. Oui. Même celles qui parlent d'amour, elles ne parlent que du théâtre. Elles sont nourries, alors, d'un certain théâtre, du théâtre que j'ai appris au Théâtre du Soleil, que j'ai un petit peu imaginé avant au Tex, à Aix, mais que j'ai vraiment, dont j'ai pris conscience, disons, au Théâtre du Soleil, et que je n'ai cessé finalement depuis de pratiquer. C'est le théâtre de la comédie de l'art, c'est le théâtre et d'une comédie de l'art contemporaine, moderne, c'est-à-dire en effet, comme c'est ma jeunesse dont il s'agit, en effet, c'est la décennie exactement dont vous parlez. Mais et puis, je pense que le stand-up, c'est un homme ou une femme qui donne son avis sur la vie. Moi, c'est différent, je ne donne pas mon avis, je joue des personnages. C'est pas du tout pareil, je donne le point de vue des personnages. Je fais comme Molière, sauf que je le fais à moi tout seul, mais je donne le point de vue des personnages. Quand je joue le père Pétrieux dans mon histoire, je suis complètement le père Pétrieux, je lui donne raison. Ensuite, je fais Ferdinand, je fais Bruno, je suis dans la situation d'un auteur dramatique ou d'un romancier qui donne le point de vue des personnages. Ça rend pas fou, ça? Pardon? Ça rend pas fou? Au contraire, ça permet de pas être fou. Ça permet de pas être fou. De se démultiplier, puis de revenir quand même, quand vous dites que vous revenez à vos impros, de revenir à un moment, à 10-15 ans de votre vie, ça ne vous empêche pas de vous projeter dans l'avenir? Ce qui m'a rendu fou à un moment donné, ça a été quand j'ai fait L'homme qui danse, c'est-à-dire quand je suis revenu sur La danse du diable, quand je suis revenu à l'histoire de ma mère,
et que je me suis retrouvé à la phare, la nuit, en train d'improviser, pas plus d'improviser, mais de travailler des séquences qui étaient très dures à monter, l'accouchement par exemple, puisque je joue mon accouchement dans une des pièces, et je me retrouvais là, et j'arrivais pas à la mémoriser, et pour des raisons pas seulement techniques, mais psychologiques, et je voyais la torchère dont je parle dans la chambre de la Danse du Diable. Là, je me suis demandé si j'étais pas fou, ou idiot, ou si simplement je me réfugiais pas dans ce truc pour ce qui était aussi peut-être un peu vrai. Et là, je vous raconte l'histoire, quand même, j'allais vraiment très mal, et je suis allé voir pour la première fois une psychanalyste. Elle s'appelait Madame Pain. Elle doit toujours s'appeler Madame Pain, à Aix, une dame absolument adorable, et je l'ai connue par une amie, Nathalie Sénat, etc. Et cette dame, au bout d'un moment, je discutais avec elle, elle me dit « Ne me dites pas que vous continuez à faire ces spectacles pour continuer à prouver à Ariane Mnouchkine que vous n'êtes pas parti faire carrière ». Du Théâtre du Soleil, puisque c'est le reproche qu'Ariane m'avait fait. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, écoutez, Madame Pain, je crois que oui. Je crois que je continue à faire ces pièces pour lui prouver que je ne suis pas parti faire carrière. Donc vous voyez, on peut dire que c'est une forme de folie, si vous voulez, mais c'est une forme de folie très raisonnable, finalement, et en tout cas qui m'a... J'ai eu aussi une autre histoire de ce genre-là, avec Gérard Gélas, le directeur du Théâtre du Chêne Noir, au moment de faire La Ficelle, une pièce qui était très spéciale dans tout mon travail, qui était la première improvisation, j'ai canné, je ne suis pas arrivé, 3 semaines avant le Festival d'Avignon, à 6 h du matin, je l'ai appelé en larmes, j'ai dit « Gérard, j'y arrive pas, c'est l'horreur, j'y arrive pas ». Il m'a dit « T'inquiète, on va se débrouiller ». Enfin, il a été adorable. Et puis, je suis allé le voir un mois après, je lui ai dit « Mais tu vois, si Ariane m'avait dit ça quand je suis parti, si elle m'avait dit « T'inquiète, fais ta vie », mais s'il lui avait dit ça, tu n'aurais pas fait tes pièces. » Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Ariane, avec l'aventure du soleil, tout ça? Qu'est-ce que... je sais que c'est des matières à des dizaines d'heures de spectacle. On ne peut pas dire que quelqu'un vous apporte tout, parce qu'on est quand même soi-même. Mais je veux dire, elle m'a apporté Elle m'a apporté beaucoup de choses, Ariane. Elle m'a apporté le langage, ce qui pour un auteur, parce que je suis un auteur, ce qui est pour un auteur, même si je suis un auteur-acteur, mais le langage, ce qui est quand même essentiel, c'est-à-dire le jour où elle m'a mis un masque d'Arlequin sur la figure, où elle m'a dit non, et où j'ai copié Alain Salomon, que j'avais vu faire Arlequin, et que j'ai commencé à jouer de la tête aux pieds, que je commençais à oublier Philippe Caubert, savoir si j'étais jolie, pas jolie, et à jouer un Arlequin. C'est le langage, elle m'a donné le langage, et le langage c'est tout. Et en plus, elle m'a fait quand même ce qu'on peut faire comme plus beau cadeau à un acteur, c'est la gloire. Parce que quand même, Molière, c'était la gloire. Voilà, c'était le cinéma, c'était ma tête en gros plan, c'était Molière. Donc ça, c'est le plus beau cadeau, même si c'est un cadeau peut-être empoisonné, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Donc elle m'a apporté ça, puis elle m'a apporté... je sais pas, dans nos mésaventures conjugales avec Clémence... elle me donnait son point de vue, qui était toujours un point de vue... Ariane, par exemple, elle était toujours dans le camp des illégitimes. C'est-à-dire, elle disait jamais salaud, salope, et la machin. Elle disait, écoute, t'as voulu, hein, tu t'es marié comme ça, ben maintenant, pleure, mais tant pis pour toi. Hein, t'avais qu'à pas... je t'avais prévenu, hein, quand tu disais, est-ce que ton corps, machin, je t'avais prévenu, fais gaffe, je l'ai dit... Voilà, donc, et ça, c'est une chose que j'aimais beaucoup chez elle. Elle était toujours, elle est tout sauf puritaine, Ariane. Elle était morale, mais jamais puritaine. Voilà, donc, et puis cette aventure du Théâtre du Soleil, comme je crois tous les acteurs, les actrices qui l'ont vécu, on a quand même tous et toutes le sentiment d'avoir vécu une aventure exceptionnelle, tellement exceptionnelle qu'elle continue. C'est quand même incroyable. C'était quoi les collectifs à l'époque? Ça naissait, on a beaucoup caricaturé la vie collective au Soleil où tout le monde doit tout faire, où Ariane est un peu le garde-chou. Oui, mais moi le premier, c'est-à-dire, moi j'avais pas là-dessus un point de vue politiquement correct. Et mes camarades Jean-Claude et Max non plus, nous avions les Marseillais là. Je me souviens... pour nous, c'était Ariane. Il y avait Ariane, qui était le patron ou la patronne, comme vous voulez, et puis avec sa troupe autour. Et elle, Ariane, au contraire, disait non, c'est un collectif, c'est machin. Moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas, et j'avais peut-être pas envie d'y croire non plus, parce que 68, c'était un moment magnifique, mais c'était aussi pénible, parce qu'on en entendait des conneries quand même. C'était lourd, l'idéologie moyenne, gauchiste, tout ça, c'était très lourd. Donc sur le collectif, sur le truc, on entendait beaucoup de choses, voilà. Et moi, il
il y avait bien sûr quelque chose de vrai. Le Théâtre du Soleil, c'était un collectif, etc. Tout le monde était payé pareil, ce qui est quand même très important. Comme quand on parle de l'égalité homme-femme, la première chose, c'est quand même l'égalité des salaires. Aujourd'hui encore, égalité technicien, comédien, etc. Oui, je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Ce qui est exceptionnel dans cette aventure, c'est qu'elle dure toujours. Le TNP, ça a duré 13 ans. Les grandes troupes de théâtre durent 15 ans. C'est déjà énorme. Ça dure depuis 40 ans, je ne sais plus combien. Plus 50 ans. Enfin, c'est extraordinaire. Donc vraiment. Et donc, si vous voulez, après, quand je dis Ariane m'a tout donné, et en même temps, il fallait savoir recevoir la leçon d'Ariane. C'était pas non plus facile d'observer, de regarder, de pas se laisser noyer par les problèmes du jour immédiat, savoir si elle était chiante, pas chiante, gentille, pas gentille. Il fallait regarder comment elle faisait et en tirer la leçon. Et ça, c'est moi qui ai su le faire. Alors, pourquoi êtes-vous si rare au cinéma, demande Émilie. Pourquoi je suis si rare au cinéma? D'abord, dans la vie, on ne peut pas tout faire. Et faire ce que j'ai fait, ça demande beaucoup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça demande une fidélité énorme. Et pour moi, le cinéma, ça a toujours été une sorte d'adultère avec mon travail. Bon, on ne peut pas tromper la femme qu'on aime tout le temps. Il y a un moment où il faut choisir parce qu'elle se révolte. Et c'est un petit peu ça. Donc, il y a le fait que je pense que de faire une carrière au cinéma, c'est une aventure très difficile et qui demande la même fidélité, je dirais. Je ne crois pas du tout aux acteurs qui disent un peu de théâtre, un peu de cinéma, ça arrive, mais la vérité, elle n'est pas là. Quand les acteurs font du cinéma vraiment, ils ne font plus que du cinéma. De temps en temps, un peu de théâtre pour se rappeler au bon souvenir du théâtre, et parce qu'ils savent que... Mais le cinéma, c'est très difficile, une carrière au cinéma. Et il fallait choisir, voilà. Et puis le sort aussi choisi. Et puis, peut-être que j'ai, jusqu'à présent, été moins bon au cinéma qu'au théâtre aussi, il faut le dire, même si je suis très fier des 3 films que j'ai faits, pour des raisons très différentes, c'est-à-dire Molière, La gloire de mon père, Le château de ma mère et Truand, et je suis très fier de Truand. Est-ce qu'il y aura une suite, justement? Guillaume demande s'il y aura une suite, un Truand 2. Je le souhaite, parce que ce film m'a fait connaître de tout un public qui m'ignorait complètement, c'est-à-dire le public de ce qu'on pourrait appeler couramment la racaille. Et quand je vais sur les Champs-Élysées le samedi, et que la racaille, entre guillemets, là, c'est-à-dire des garçons et des filles adorables, cultivés, malins comme tout, qui me disent « Oh, Corty !» J'ai dit « Attention, je te mets la chignole, hein, si tu m'embêtes !» C'est un public merveilleux, c'est devenu un film culte, et donc je suis très heureux, et d'abord je me suis beaucoup amusé à jouer ce film, j'ai toujours rêvé de jouer un truand et une saloperie vivante, et donc j'ai été servi. D'ailleurs c'était la condition que j'avais donnée à Frédéric Schanderfer, j'avais dit moi je veux bien, mais je veux un film vraiment violent. Il m'a dit ça tombe bien, je vous ai fait lire le scénario pour les chaînes. Et pourquoi vous vouliez ça? Parce que je rêvais depuis que j'avais vu Al Pacino dans Un après-midi de chien, ou autre truanderie, ou les films de Scorsese, c'est le rêve de tous les acteurs de jouer un parrain de la mafia, Oui. Bien sûr, de jouer un méchant. Mais c'est comme de jouer Richard III, au cinéma, voilà. Alors je l'ai plus ou moins réussi, ça c'est autre chose, mais en tout cas, ce que j'ai réussi dans le film, j'en suis très heureux, très fier, et je ne demanderai qu'une chose, c'est recommencer. Et elle a raison, il faudrait faire un Truand 2. Tout à fait, il faut donner l'idée à Frédéric Schanderfer. Qu'est-ce que c'est que... Vous avez construit votre œuvre là-dessus, mais qu'est-ce que c'est que l'improvisation, Philippe Cobert? Moi, c'est un mystère. Comment ça part? Comment l'improvisation... Comment ça naît? Vous avez raison de poser la question, parce que ça peut être le pire et le meilleur, l'improvisation. Et... ça aussi, c'est une chose que vraiment j'ai appris avec Ariane, c'est que l'improvisation, c'est pas juste, c'est pas la ligue d'improvisation. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est pas trouver des vannes, L'improvisation, déjà, c'est ne plus être soi. Et même si on est soi, c'est être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai appelé ce personnage Ferdinand, pour être un masque, comme j'aurais pu l'appeler Harlequin, comme je me suis inspiré de Chaplin qui avait inventé Charlot. Donc c'est être quelqu'un d'autre et être dans un personnage et entrer en scène avec ce personnage comme un personnage rentre dans la page blanche. La scène, pour moi, vide, c'est la page blanche. Et puis, jouer, c'est pas raconter, c'est pas parler d'eux, c'est jouer physiquement, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Harlequin rentre et puis il y a une mouche qui tourne autour de lui, le fameux Lazzi de Soleri, et il a faim et il faut attraper la mouche pour la bouffer. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire entrer en scène et laisser la vie être dramaturge et
Et c'est pour ça que je suis aussi souvent en rupture avec le théâtre de mon époque, parce que le théâtre de mon époque est contemporain, et surtout littéraire, symbolique, abstrait, alors que le théâtre que je pratique depuis le Théâtre du Soleil, est un théâtre de représentation de la vie. Il représente la vie, il est figuratif. Et or, le théâtre est devenu abstrait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le théâtre de mon époque, sauf les exceptions qui confirment la règle, bien sûr, mais... je ne suis pas du tout dans le théâtre post-Beckett ou post-Ionesco ou Coltès ou tout ça. Je suis dans un théâtre qui raconte, qui figure, qui joue la vie et qui la joue sous toutes ses formes, y compris la mort d'ailleurs. Moi, dans l'âge d'or, je jouais la vie d'Abdallah et puis sa mort, puisque je jouais la mort d'Abdallah qui tombait dans l'échafaudage. Donc l'improvisation, il y a des règles à trouver que j'aurais pas le temps d'énumérer ici et qui sont complexes, Une ou deux. Le fait de jouer de la tête aux pieds. Le théâtre français se joue en général la poitrine, la voix, la tête. Le théâtre de l'improvisation se joue de la tête aux pieds. C'est les pieds qui jouent autant que la tête. Et de jouer le corps, et que le corps joue avant la voix, avant la parole en tout cas. La parole est la dernière. Quand on n'a plus d'autres moyens d'exprimer les choses, alors arrive la parole. Et puis quand même représenter la vie, c'est-à-dire la tragédie de la vie. Si c'est pas tragique, c'est pas drôle. Et si c'est pas drôle, c'est pas intéressant. J'essaye de dire les choses. C'est difficile de parler de quelque chose d'aussi intime. C'est comme de parler de l'amour physique. C'est compliqué. Donc c'est... C'est aussi intime. Oh oui, bien sûr. De toute façon... c'est pas moi qui l'ai inventé, mais l'art est une transposition de la sexualité. J'ai lu récemment, je ne sais plus c'est Cocteau ou je ne sais plus quel grand écrivain, ou Pagnol même, je ne sais plus, non, je ne sais plus lequel. Le théâtre, en tout cas le théâtre que je pratique, c'est vraiment la transposition de la sexualité. C'est en mieux, parce que ça dure pendant 3 heures, alors que la sexualité, en général, ça dure très peu de temps, ça va très vite, quoi. Même s'il y a beaucoup de préliminaires, mais l'action, c'est court. Alors que sur la scène, c'est une sexualité de rêve, puisqu'elle peut durer 2 heures, 3 heures, et que... Mais bien sûr, c'est le plaisir. Moi, quand même, ce que je cherche avec ces spectacles, c'est le plaisir. C'est le plaisir que j'éprouve, celui que j'essaie de faire éprouver au public, le public qui me renvoie son plaisir par ses rires, ou peut-être son émotion. Parfois, je sais pas, dans le casino de Namur, les gens rient, parfois pas du tout, parce que c'est une histoire très violente, etc. Et j'ai du plaisir à leur faire peur, à leur montrer comme c'est cruel, et en même temps, d'un seul coup... Non, c'est ça l'improvisation. Alors justement, on parlait d'érotisme sur scène. L'affaire Weinstein, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Parce que vous êtes un homme libéré, Philippe Cobert. Non, mais vous avez pris... Libertaire. Vous avez pris la défense des prostituées, des clients des prostituées. Vous avez fait des éditos remarquables et remarqués dans l'IB à ce sujet. En France, dans nos milieux artistiques, on ne parle pas tellement de harcèlement. Est-ce que c'est une omerta? Est-ce que personne n'ose en parler? Ou c'est vrai que c'est assez sidérant, on en parle partout, surtout aux États-Unis bien entendu, mais chez nous, dans les milieux théâtraux, cinématographiques, on n'en parle pas. Pourquoi? Est-ce que Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être puritain, hein, mais est-ce que les pratiques sont acceptées, tolérées Je trouve qu'on en parle beaucoup. On ne parle même que de ça. Dans nos milieux, dans les milieux de théâtre. Je lis 2 journaux par jour, c'est la Libération et Le Monde. Tous les jours, on en parle. Je trouve alors on en parle on en parle depuis avant, l'affaire Polanski. Enfin, on parle de ça depuis un moment. Là, ça a explosé. Mais je veux dire ce qui pourrait se passer dans les milieux du théâtre et dans les milieux du cinéma. Je trouve qu'on en parle. Dans les milieux du théâtre et du cinéma, si, je suis désolé, les actrices, Léa Seydoux et d'autres actrices dont les noms là pour l'instant m'échappent, oui, mais par rapport à ce qui s'est passé aux parlé, États-Unis. D'accord, par rapport à l'histoire de Weinstein, mais enfin, on en parle quand même, il y a tout un surgissement par rapport à ce qui se passe dans le milieu du travail, dans les bureaux, dans les usines. Enfin, alors on n'en parlera jamais assez, parce que quand même, c'est une révolution ce qui est en train de se passer.
Alors, je trouve aussi que, malheureusement, comme dans toute révolution, elle transporte aussi son propre poison. C'est-à-dire, vous dites, sans parler de puritanisme, et malheureusement, je pense que si. Ça, je suis malheureusement, je trouve qu'il y a un puritanisme anglo-saxon qui s'abat sur nous et qui fait que cette révolution transporte en elle le germe, je le crains, de sa propre destruction. Et c'est dommage, parce que... si vous voulez, quand on essaie d'interdire la projection de l'œuvre de Polanski, quand on met Blow Up ou Le Dernier Tango à Paris au pilori, moi, je vous réponds comme je le ressens. Ça me fait pareil que les gens qui ont fait sauter les Bouddhas en Afghanistan ou qui détruisent les ruines de Palmyre, c'est-à-dire pour des très bonnes raisons. Ils ont des très bonnes raisons de le faire. Pour eux, c'est pas du tout, ils ne se voient pas comme des terroristes, ils se voient comme des... Et quand je lis des intellectuels pour qui j'ai la plus grande admiration, je pense à Laure Murat par exemple, dont j'achète les livres, dont je lis les livres, relire, etc., les livres sur la littérature, écrire 2 éditos que je trouve terribles dans Libération, que je trouve terrifiants, je vous le dis franchement, je suis glacé d'horreur. Parce que ça me rappelle 68, où on voyait des présidents d'université se mettre à parler comme les gauchistes, mais vraiment bas de gamme. Et c'est-à-dire terrifiés ou excités par cette espèce de révolution qui arrivait et tout, se mettre à vouloir être plus royaliste que le roi, et plus révolutionnaire que le révolutionnaire. Donc, non, je trouve que cette révolution doit avoir lieu, que de toute façon elle s'en fout de moi la révolution, qu'elle a lieu. D'ailleurs, comment vous dire, je pourrais dire tout le bien que je peux penser de cette révolution, ça n'aura aucune valeur, parce que je suis un homme de 60 ans, hétérosexuel, bourgeois, blanc, donc je suis le cœur de cible. Ce que je peux dire n'a aucune valeur, aucun intérêt, comme ce que pouvait dire un bourgeois en 68, ça n'avait aucune valeur, ce qu'il fallait c'est qu'on lui coupe la tête et que la tête soit dans le panier. Donc de toute manière, ce que je peux vous dire, je peux juste critiquer, parce que ça par contre je peux critiquer, mais quand je lis par exemple dans un éditorialiste d'un de ces 2 journaux dire « solidarité entre mecs vis-à-vis de Polanski », non. Non, c'est une solidarité entre artistes. Parce que pour moi, Roman Polanski est un des plus grands artistes du monde, qu'il a aidé l'humanité, par ses films, il a changé le cours de l'humanité, et que ça m'inspire par rapport à lui, en dehors même de toutes ces histoires de viol, etc., qui sont en plus très, très bizarroïdes, enfin bref, passons, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, mais ça m'inspire, j'ai lui une indulgence, c'est le moins qu'on puisse dire, particulière, sans même parler du survivant du ghetto de Varsovie ou de ce que cet homme a vécu dans sa vie. Mais par exemple, prenons cet exemple-là. Donc si vous voulez, ou quand j'entends dire que Blow Up, c'est l'éloge du viol, je dis là, d'accord, mais alors il n'y a plus Céline, il n'y a plus Dostoïevski qui était pédophile, l'art est fait par des hommes et des femmes, c'est-à-dire des pécheurs. Même les saints étaient des pécheurs. Voilà, donc le péché, ça existe, il faut faire avec, ça ne veut pas dire... Et je le redis, même si ma voix n'a aucune valeur, la révolution féminine et féministe actuelle me concerne profondément, me touche profondément. Et quant à ce dont vous parlez, pour en revenir à ça, à tous les abus sexuels que permet le théâtre et le cinéma, bien sûr, évidemment que... Je connais des gens qui font des stages pour se taper les stagiaires et en plus les faire payer. Bien sûr, j'ai entendu parler de filles qui faisaient des castings et qu'on mettait en culotte, en machin, etc. Alors c'est très compliqué parce que le théâtre, le cinéma, c'est le lieu du sexe, c'est le lieu du désir, c'est le lieu de l'amour. Donc c'est très compliqué de faire la part des choses. C'est difficile. Et puis il y a des violences qui s'exercent, vous savez, qui ne sont pas non plus sexuelles. Quant à Weinstein, j'ai entendu Tavernier en parler sur France Inter très très bien. Il disait, mais vous savez, il n'y a pas qu'avec les femmes qu'il était comme ça. Il était comme ça avec tout le monde. C'était une pourriture, ce type-là. Donc, on peut aussi se demander qu'est-ce qu'ont fait nos acteurs et actrices français, pas que les actrices, avec cette pourriture. Pourquoi? Pour avoir un Oscar? Je trouve que ça vaut pas le coup. En tout cas, moi, tout libertaire que je sois, j'aurais pas fricoté avec un mec comme ça. Mais en tout cas, moi, je vous conseille d'aller fricoter avec Philippe Cobert et d'aller le regarder, de le voir au théâtre de l'Athénée jusqu'au 14 janvier dans ce magnifique diptyque appelé « Adieu Ferdinand ». Merci et bonne fête. Merci beaucoup à vous.